1960-2018, cela fait exactement 58 ans que le Bénin s'est affranchi de la domination du colon, 58 ans d'expression d'une souveraineté dans le Conseil des Nations, 58 ans d'indépendance, c'est aussi l'implémentation d'une série de modèles de gouvernance politique avec à la clé des échecs, mais aussi et surtout des avancées. Ce 1er août 2018, le Bénin s'apprête encore à commémorer l'événement ce soir. Nous parlerons des modèles de gouvernance politique mis en œuvre depuis que le sort du joug colonial a été conjuré. Quel est l'impact réel en matière de développement? La réponse donc à suivre dans ce décryptage ce soir. Je reçois le professeur Dieudonné Ao. Il est enseignant d'histoire au département de l'histoire à l'université d'Abomey-Calavi. Professeur Dieudonné Ao, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je reçois également Ulrich Atineou, c'est un collègue de la rédaction de Soleil FM. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et Vigile Aronsem qui, lui, est au téléphone. Bonsoir, Vigile. Bonsoir, Joël, bonsoir à tous. Alors, professeur Dieudonné Ao, nous parlons donc de la célébration des 58 ans d'indépendance du Bénin. Quel sens, en tant qu'universitaire, vous donnez à l'indépendance? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais, d'entrée de jeu, vous remercier pour l'honneur que vous me faites de m'inviter sur ce plateau. Et pour dire que indépendance nationale, souveraineté internationale, nous sommes au 58e anniversaire. Et indépendance, pour moi, c'est la consécration de ces nombreuses luttes d'opposition contre le pouvoir colonial que les différentes forces vives de la nation ont mené pour accéder à cette indépendance. Et c'est une fête qui marque la souveraineté internationale, qui montre aussi que voilà un peuple qui est mûr, mature et qui peut s'auto-défendre, qui peut s'auto-gérer et qui peut prendre son destin en main. Indépendance nationale, c'est également un moment de réflexion. Moment de réflexion parce que on doit regarder le chemin parcouru, on doit pouvoir évaluer les efforts consentis et puis on doit pouvoir voir les perspectives. Et donc, dans ce sens-là, indépendance nationale devrait être un moment de réflexion, mais aussi un moment festif pour les uns et les autres. Et le Atineou, quand on parle donc de la célébration des 58 ans d'indépendance du Bénin, est-ce qu'on ne doit pas se résoudre à jubiler, à festoyer, et ça s'arrête là? On peut festoyer. On est peut-être tous d'accord que c'est un moment de joie parce que quand vous dites indépendance, cela signifie beaucoup, ça veut dire beaucoup de choses. Cela voudra dire que vous êtes affranchi, comme le disait tout à l'heure votre invité, vous êtes affranchi du joug colonial. Mais cet affranchissement, ce qui a lieu de remarquer, c'est que nous, notre indépendance, l'indépendance dont nous parlons aujourd'hui, c'est cet affranchissement de l'emprise du colon, du dominateur qui était le colonisateur. Et quand on regarde de près, des gens ont lutté dans le temps pour qu'on en arrive là. Des gens ont manifesté. Et visiblement, vers la sortie, à quelques peut-être quand le colonisateur a senti que ceux-ci voulaient peut-être prendre le dessus, ou ceux-ci, ils ont finalement compris le jeu. Je me suis dit, on a encore trompé ceux-là qui ont milité, ceux-là qui ont versé de leur sang, pour donc demander, réclamer encore à cri l'indépendance du Bénin. On a encore trompé ceux-là par ce que j'appellerais fausse indépendance, c'est-à-dire une indépendance qui n'est pas en réalité une indépendance parce que l'emprise continue. Donc c'est pourquoi quand vous me posez la question à savoir est-ce qu'il n'y a pas des motifs pour se réjouir, pour donc festoyer, je dis oui, il y a des motifs pour festoyer parce que des gens ont lutté en amont. Des gens se sont battus
pour qu'on en arrive là. Les gens ont perdu donc de leur vie aussi. Les gens ont perdu effectivement de leur vie. Mais lorsqu'on regarde un peu la situation aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'image de notre indépendance, sinon l'identité, je continue de chercher le mot qui serait peut-être mieux adapté. Lorsqu'on regarde un peu notre indépendance, on se rend compte en réalité que nous ne sommes totalement pas indépendants. En réalité, on n'est même pas indépendant. Voilà. On n'est même pas indépendant. J'écoutais l'ancien ministre Adépéjou le dimanche dernier sur ce plateau sur l'émission Sans langue de bois, quand il parlait des pères ou des premiers, les pères fondateurs ou ceux qui étaient là à l'aune de cette indépendance, et il disait que les indépendances ne les intéressaient aussi pas en tant que telles. Le colon, encore que l'autre, le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il disait à l'époque? Il disait, il avait compris, il disait qu'il ne pouvait plus, à l'étape actuelle des choses, il ne pouvait plus traîner des boulets. Par conséquent, il fallait se libérer de ces pays africains et donc continuer, parce que à force de vouloir endosser la responsabilité de cet État, il a constaté que les Européens ou la France notamment régressaient d'une manière ou d'une autre. Et par conséquent, il fallait les libérer donc de ces pays. Il fallait se libérer d'eux et leur demander désormais des quotas. Voilà. Et leur demander des quotas. On retrouve Vigile Larancet, vous. Analyste donc des faits politiques, quel sens donnez-vous à l'indépendance? L'indépendance, comme on peut l'imaginer, donc c'est une autonomie, n'est-ce pas, d'un peuple qui rompt, on va dire, avec ce qui est avec vous, et donc qui peut désormais déterminer, n'est-ce pas, certains choix, des choix politiques, qui peut déterminer sa politique, qui peut choisir par lui-même, n'est-ce pas, ses dirigeants, sa monnaie, etc., etc. C'est un peu la définition que je vais donner donc à l'indépendance d'un pays. Maintenant, quand j'entends Ulrich parler de sang versé, je pense que nous ne sommes pas l'Angola, nous ne sommes pas l'Algérie, donc on n'a pas versé de sang. C'est vrai que, disons, il y a des Dahoméens, des aïeux qui ont perdu leur vie, payé donc de leur vie et ce système, le colonialisme. Mais ce n'est pas, on n'a pas eu l'indépendance au bout d'une guerre comme ces pays que j'ai cité tantôt. On l'a souvent dit, hein, nous avons eu une indépendance octroyée, et cette négociation qui aboutit à notre indépendance peut-être explique, pas peut-être, explique en grande partie, et beaucoup d'acteurs de cet temps-là vous le diront, l'état que nous prenons juste là, à savoir que on ne peut rien décider sans la France, parce que Adépéjou, Sylvain Akindes, comme le disait Ulrich Santo, l'a souligné à nouveau hier, eh bien, les dirigeants du nouvel État, qui était donc le Dahomey, étaient donc choisis à dessein pour garder ce cordon ombilical avec la France, la patrie mère, dans le temps, n'est-ce pas? Et ça n'a pas changé fondamentalement à ce jour, parce que on se surprend, n'est-ce pas, à voir que tout ce que nous faisons, nous le faisons presque pour les autres, même dans notre raisonnement. Et le pire, c'est que cela est resté carrément dans l'inconscient des Béninois que nous sommes aujourd'hui. Même le système éducatif, oui, le système éducatif qui porte tout, qui est le moteur de tout changement, même le système éducatif n'a pas encore pu le formater pour vraiment le tourner vers le développement. Et je pense que c'est vraiment le problème le plus grand que nous prenons. Et pour moi, il n'y a pas raison de festoyer, comme j'entendais, encore une fois, non. Il n'y a pas de raison de festoyer. Malheureusement, les jours, hein, comme les jours de l'indépendance devaient être des jours de réflexion essentiellement pour moi, pour surtout un pays comme le Bénin qui a eu donc une indépendance octroyée. Un peu comme la conférence nationale, les dates anniversaires de la conférence nationale. On en viendra, Vigile Larancet. Malheureusement, on n'en fait rien, on ne fait rien donc de ces événements majeurs qui, en principe, devaient pouvoir nous aider
à nous interroger et à peut-être se donner d'autres caps. Alors, professeur Dieudonné Yao, alors, depuis donc 1960, juste après la proclamation de cette indépendance-là, quel a été le courant politique qui a prédominé? Bon, merci, journaliste. Et en 1960, le courant politique qui a dominé, on pourrait dire que c'est un courant politique libéral. Libéral en ce sens que dès l'indépendance, le président Maga qui a pris les rênes du pouvoir a évolué dans le sens d'une certaine démocratie libérale, puisque nous sommes allés à l'école du colonisateur. Et ce qui se passait en France en 1960 avait son répondant dans les différentes colonies, notamment les colonies de l'Afrique de l'Ouest, ce qu'on a appelé l'AOF de cette période-là. Et donc, c'était un courant politique libéral qui avait eu cours et qui favorisait la mise en place des partis politiques qui devraient pouvoir animer la vie politique au sein des jeunes États qui avaient été indépendants en 1960. Et justement, donc, parlant de création de partis politiques, est-ce que pour le Bénin, on peut avoir des noms de partis politiques qui avaient vu le jour juste après l'indépendance en 1960? Merci. Il faut dire que la création de partis politiques au Dahomey sur le territoire qui porte aujourd'hui le nom Bénin, a commencé depuis 1945. Donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les relations entre la France métropolitaine et ses colonies ont changé. Ont changé parce que après la guerre, le colonisateur, la France, a compris que les colonisés avaient commencé par chercher les voies et moyens pour s'émanciper. Et les colonies françaises d'Asie, surtout, avaient commencé par bouillonner, par manifester leur désir d'aller à l'indépendance. Et en 1955, ils sont allés à la conférence de Bandung, où un certain nombre de principes avaient été prônés. Donc, la liberté d'expression, le désir d'aller à l'indépendance, la lutte ou la suppression du travail forcé et autres avaient été déjà commencé par être soulevés comme étant des revendications des pays colonisés ou des territoires colonisés. Donc, en 1945, la France a trouvé utile d'engager ces colonies et ces élus, ces élites dans la vie politique de leur propre territoire. Et donc, les premières élections avaient eu lieu en octobre 1945 et ces élections consistaient à identifier des représentants, des élus dans les différents territoires pour aller siéger dans l'Assemblée nationale française. Et donc, en cette période-là, déjà, des comités électoraux avaient été mis en place pour aller aux élections. En cette période, le territoire du Dahomey avait constitué le même collège électoral que le territoire togolais. Donc, il devrait identifier et désigner 2 représentants pour aller siéger à l'Assemblée française. Et donc, en cette période-là, c'est le Marcelin Souroumigan Akwiti qui avait été choisi pour le second collège et le révérend Père Opierre a été choisi pour le compte du premier collège. Donc, au lendemain de ces élections-là, déjà, Akwiti, revenant de la France, a compris qu'il est important que ces comités électoraux qui se sont mis en place pour le porter à ce poste-là de responsabilité pouvaient être fédérés pour constituer un parti politique pour l'avenir.
Et c'est donc en 1946 que le parti dahoméen de l'unité, le PDU, est né. Et c'est au sein de cette première formation politique que les cadres dahoméens vont évoluer ou ont évolué par la suite jusqu'à l'indépendance. C'est dans ce parti-là, le PDU, que donc les cadres du Dahomey ont appris à militer. À militer politiquement. Et donc, c'est vrai qu'en 1946, déjà, des difficultés ont commencé par se faire sentir au sein de cette première formation politique. Et Émile Derlin Zissou et Émile Poisson ont quitté en 1946 là pour créer le Bloc populaire africain. Et ça a évolué. Il faut dire que le PDU avait été pris comme un patrimoine commun. Hein, donc un parti qui fédérait toutes les forces politiques du territoire. Mais la lutte pour les positionnements, cette lutte-là a fait que ceux qui ne trouvaient plus leur intérêt dans ces positionnements-là claquaient la porte pour aller créer d'autres formations politiques pour évoluer. Donc du PDU, on est allé au Bloc populaire africain. Ensuite, en 1951, il y a le groupement ethnique du Nord qui a été créé par Hubert Maga. Et en 1951 aussi, le PRD a été créé par Marcelin Sourou-Minga. Le PRD qui veut dire? Qui veut dire Parti républicain dahoméen, qui a été créé par Sourou-Minga à Kwiti. Et donc, c'est au sein de ces différentes formations politiques que les leaders ont milité. Et ensuite, on va constater que Justin Tometien à Roumandegbe aussi va créer l'UDD, l'Union dahoméenne, l'Union démocratique dahoméenne. Et donc, du premier parti politique PDU en 1946, on est allé à 5-6 partis politiques avant 1960. C'est-à-dire donc qu'il y avait déjà des problèmes d'ordre existentiel qui déjà se montraient dans la gestion des partis politiques au Bénin. Absolument. Il faut dire que le PDU, qui avait été le premier parti, avait fédéré toutes les forces, mais la gestion au sein du PDU a créé des frictions, des conflits, et puis l'éclatement est né, et jusqu'en 1960, on a déjà sur l'échiquier politique national près de 5-6 partis. 6 partis. Donc une dizaine de partis qui rivalisaient. Étaient devenus des partis rivaux et qui se battaient vraiment sur le terrain politique pour lever l'électorat et envoyer des représentants aux différentes instances politiques. Alors, professeur Dieudonné Ao, nous allons faire l'effort de séquencer donc cette histoire politique donc du Bénin en 3 phases, connues donc de tous. De 60 à 72, nous savons que 72 c'est le début donc d'une révolution au Bénin avec le général Mathieu Kérékou à la tête donc d'un groupe de militaires, on le sait. Alors, de 60 à 72, comment est-ce que ces élites politiques-là géraient les affaires publiques au Bénin, malgré déjà les divergences dont vous venez de parler? Bon, il faut dire que de 1960 à 1972, la gestion politique a été suffisamment conflictuelle. Conflictuelle en ce sens que les querelles intestines et les querelles de personnes ont empêché les uns et les autres d'élaborer des programmes de gouvernance clairs. Et donc, c'était la recherche du pouvoir et pour le pouvoir. Et donc, vous allez constater que en cette période-là, entre 1960 et 1972, le Dahomey a été qualifié d'enfant malade de l'Afrique. On a dénombré pratiquement 9 coups d'État. On a eu 10 coups d'État, 10 coups d'État, donc 10 coups d'État, donc 5, dont 5 réussis. Donc, au cours de cette période-là, 1963, le premier coup d'État, en octobre 63, le premier coup d'État est intervenu et le président Maga a été déchu et a été remplacé par un régime bicéphale dirigé par Sourou-Minga Akwiti comme président et Justin Tometien à Roumandegbe comme chef du gouvernement.
Donc, et de 1963 à 1964, ce gouvernement a existé et les difficultés de collaboration ont amené le général Christophe Soglo à intervenir en 1965 pour balayer ces deux messieurs et a pris le pouvoir et a réinstallé un pouvoir civil qui n'a pas aussi duré longtemps. Et puis en 1967, le général est revenu pour prendre le pouvoir. Le général lui-même n'a pas satisfait aux attentes du peuple. Les jeunes cadres de l'armée sont intervenus en 1967 pour faire partir le général Soglo. Et puis ensuite, ils ont réfléchi. À chaque fois que les militaires prenaient le pouvoir, le souci de ramener le pouvoir, de remettre le pouvoir aux civils avait été de mise. Et donc, le président Émile Delin Sissou a été sollicité par les militaires. Celui-là, quand il est venu en 1968, il a organisé un référendum pour légitimer son pouvoir. Et donc, pour chercher à observer une petite distance avec les militaires. Et puis en 69, le régime, le fonctionnement du gouvernement Maga était perçu comme un gouvernement suicidaire, un gouvernement de répression, un gouvernement un peu contraignant, puisque l'institution de certaines taxes, le président Zissou avait pensé que continuer de tendre la main aux bailleurs de fonds européens était un peu comme si nous n'avions pas réellement accédé à l'indépendance. Donc l'autonomie, l'indépendance politique devrait être accompagnée par une indépendance économique. Et donc dans ce sens-là, il fallait d'abord compter sur ses propres forces avant de compter sur les autres forces, les forces extérieures. Mais le président Zissou a été mal compris et donc en 1969, il a été renversé par un autre coup d'État. Et puis, on a évolué comme ça jusqu'au coup d'État de 26 octobre 1972, qui était le dernier coup d'État réussi au Bénin jusqu'à nos jours. Alors, est-ce que, en un mot, vous pensez que cette action politique chargée donc de conflits a hypothéqué le développement? Absolument. Et pendant cette période-là, quand il n'y a pas de, il n'y a pas un climat apaisé, les activités économiques ne sauraient prospérer. Et donc les difficultés politiques ont handicapé le développement économique. Et donc de 1960 jusqu'en 1972, on pourrait dire que le pays a marqué les pas. Au lieu d'avancer, le pays a marqué les pas, puisque les projets de développement qui devraient pouvoir préoccuper les dirigeants étaient mis de côté au profit des querelles intestines et puis de querelles en querelles, de coup d'État en coup d'État. On a piétiné jusqu'en 1972. Voilà. Alors, Vigile Arancet, vous êtes toujours avec nous, je l'espère. Alors, de 60 à 72, il y avait déjà un conflit politique qui, selon le professeur, a hypothéqué le développement de ce pays pendant 12 années. Alors, vous en dites quoi? Non, je crois qu'on n'a jamais quitté réellement ce conflit, on va dire. Peut-être que le professeur a oublié de dire, c'est que, eh bien, en ce temps-là, c'était donc des conflits sous teinte ethnique, des conflits donc régionaux ethniques. Et cela n'a pas changé fondamentalement à ce jour, de mon point de vue, lorsqu'on sait que, oui, avec la parenthèse donc de 72 à 90, on peut dire que ce trait a été un peu corrigé avec l'expérience donc du parti unique du PPV, notamment à partir de 75. Mais vous avez vu avec le renouveau démocratique depuis 1990, le régionalisme est réapparu donc et avec toute sa ténacité depuis, disons, quelques dizaines d'années, donc vous l'aurez constaté. Donc, et ça, disons, c'est une faiblesse de notre
renouveau démocratique. Sinon que, bon, fondamentalement de 72 à ce jour, on peut dire que, bon, il a quand même une certaine stabilité. Quand on compare cette période qu'on vit, depuis 90 à ce jour, il y a une certaine stabilité, mais ce qu'on n'a pas réussi, hein, de 60 jusqu'à 2018, ce qu'on n'a pas réussi fondamentalement, c'est l'équation économique. Et je crois que c'est cette équation qui fait que même ce qu'on a eu sur le plan politique comme stabilité, ce qu'on a eu comme architecture institutionnelle qui donne envie, hein, dans la sous-région, eh bien, cela reste encore à repenser. Cela reste précaire puisque les populations, quand vous les écoutez, quand vous les entendez, le quotidien, eh bien, si c'est comme ça, si c'est le système éducatif, je le soulignais tantôt, qui ne produit pas, n'est-ce pas, de l'emploi ou qui, du moins, n'oriente pas ces produits directement à ce qui puisse, comme on le voit dans d'autres pays, n'est-ce pas, s'auto-employer, pouvoir se débrouiller, impacter réellement le développement du pays. Si tout le monde doit s'attendre l'État, le gouvernement, n'est-ce pas, comme déjà le colon l'avait laissé, parce que moi je crois fondamentalement ce qui est resté, ce qui est le mal encore une fois, c'est que toute la charpente ne laissait pas le colon, n'est-ce pas, pour nous rendre dépendants malgré notre indépendance. Toute cette charpente est restée jusqu'à ce jour et on n'en prend pas conscience, alors que des événements comme la fête de l'indépendance devaient pouvoir nous aider à marquer une pause, voilà, pour casser, n'est-ce pas, ces clichés, sortir un peu de ces carcans, ne serait-ce que commencer petitement. Mais nous n'y sommes pas, on n'y arrive pas. Et vous l'avez dit, les querelles politiques notamment, ne font que plomber les choses, puisque cette ambiance, ce climat n'aide pas vraiment à la réflexion. On est plutôt dans des petites guerres, des guerres d'intérêt, et les populations même de 60 à ce jour, même si on peut dire que, bon, du point de vue éducation, ça a évolué un tout petit peu. On n'a pas l'impression vraiment que la conscience soit là et que les populations elles-mêmes sachent que, eh bien, elles sont l'otage des acteurs politiques simplement qui, quand vous nous observez très bien, n'œuvrent que pour leur propre promotion, que pour leurs propres intérêts, des intérêts de petits groupes. De 1960 à ce jour, il n'a réellement pas cette conscience-là, comme on a vu dans d'autres pays où des gens, réellement des acteurs politiques, hein, des hommes d'État, comme on les appelle, viennent pour travailler pour le pays, viennent pour changer, hein, n'est-ce pas, le quotidien des populations, viennent pour contribuer au développement du pays. D'accord. Vous restez donc avec nous, Vigila Avancé, avant de donner la parole à Ulrich Latineou. Professeur Dieudonné Aho, de 72 maintenant à 90, quand on parle donc de l'histoire politique du Bénin, on parle également d'un homme, le général Mathieu Kérékou, paix à son âme, il n'est plus parmi nous aujourd'hui. Alors, 17 ans de révolution, si vous avez demandé de résumer cette période-là, il y a des courants qui s'entrechoppent, d'autres parlent donc de période lugubre parce qu'il y aurait eu des macaques, une répression, un régime autoritaire. D'autres pensent qu'il faut capitaliser les expériences. Qu'est-ce que vous dites à propos? Merci, monsieur le journaliste. Et comme le prédécesseur l'a dit tout à l'heure, 1972-1990, c'est la période de grande stabilité. Grande stabilité parce que depuis 26 octobre 1972, le gouvernement militaire révolutionnaire qui a pris le pouvoir a réussi à maîtriser les querelles intestines, les querelles politiques qui ont eu cours jusque-là. Et donc, l'option socialiste du développement qui a été choisie avec l'idéologie marxiste-léniniste, ça a permis aux militaires de pouvoir cadrer l'environnement politique dahoméen et puis de jeter les bases d'une stabilité politique. Et c'est vrai que d'aucuns pensent que c'est une période lugubre parce que il y a eu oppression politique, lugubre parce que il y a eu musellement de la presse, lugubre parce que il y a eu la chasse aux opposants. Et moi je trouve que
pour le président Mathieu Kérékou, le révolutionnaire de cette période, il fallait pacifier l'échiquier politique national. Il a réussi donc? Et il a réussi donc à pacifier. Et donc, de 1972, on a proclamé l'option socialiste en 1974. Et puis, le pays a été remis en marche. Avec le GMR. Avec le GMR. Et le GMR, c'est vrai qu'à partir de 1977, le GMR a tendu la main aux civils. Et les civils vont entrer dans le gouvernement pour constituer, et déjà en 1975, le Parti de la Révolution Populaire du Bénin, le PRPB. Et donc, cette période-là, de 1975 jusqu'en 1980-82, avait été une période de grande prospérité. Grande prospérité parce que... D'aucuns estiment même que le Bénin avoisinait une croissance économique à 2 chiffres. Non, le Bénin... C'est trop dit selon vous. C'est excessif. Le Bénin a avoisiné une croissance économique de 7%. 7% parce que le régime du PRPB a réussi à remettre les Dahoméens ou les Béninois au travail. Le régime du PRPB a réussi à discipliner les Béninois. Le régime du PRPB a réussi, n'est-ce pas, à inculquer la notion du travail aux Béninois. Donc, le canton sur nos propres forces a été suffisamment écouté, a été vraiment pris en compte par les Béninois. Et donc, le travail a été repris, effectivement, et puis la croissance économique en a suivi. C'est vrai que cette période-là a été une période de prospérité dans la sous-région. Et donc, de 1973 déjà jusqu'en 1982, le pétrole brut a augmenté du prix, a été réévalué sur le marché international. Donc, le Nigeria, producteur du pétrole brut, a eu une véritable croissance économique. Le Togo, à côté, a eu un bon marché pour son phosphate. Et le Niger, l'uranium était aussi prisé. Et donc, dans cet environnement de prospérité économique, le Bénin, qui agricole, donc, a réussi à faire valoir, à valoriser ses produits agricoles. Et donc, les recettes d'exportation étaient abondantes au cours de cette période. Mais à partir de 1982, la crise économique mondiale, plus les écueils liés à cette gouvernance oppressive du pays, ont amené le pays à basculer dans la crise économique à partir de 1983. Et donc en 1989, on est allé au gel de recrutement. On est allé en 1987-88 à la cessation de paiement. Et en 1989, le pays ne pouvait plus. Et le général Mathieu Kérékou a été obligé de tendre la main au programme d'ajustement structurel. C'est-à-dire qu'en 89 déjà, il y avait déjà les prémices d'une crise. Et en 89 également, il y avait également les rues qui répondaient face donc au pouvoir. Les prémices de la crise ont commencé déjà à partir de 1982-1983. Et la crise s'est installée à partir de 1983 jusqu'en 1989. En 89, le pays ne pouvait plus payer les salaires. En 86, déjà, il y a eu gel de recrutement. Le gouvernement du PRPB ne pouvait plus recruter des agents à la fonction publique. Et puis, en 1989, le pays était obligé, par son président, de faire appel au programme d'ajustement structurel, donc des institutions de Bretton Woods. Voilà. Alors, Richard-Tindeou, voilà donc le tableau politique du Bénin de 60 à tout au moins 90 pratiquement. Est-ce que vous avez l'impression que c'est les mêmes ritournelles, les mêmes choses, on prend du vieux pour faire du neuf et que nous n'avançons pas? D'accord. D'abord, nous sommes déjà en 1990. Je vois que c'est parce que vous disiez que cette période, je peux la maîtriser un peu mieux. Non, pas du tout. Je ne mettais pas en relief votre jeune âge. Pas du tout. 1960. Mais je tenais quand même d'abord à préciser deux choses. D'abord, parce que j'ai dit tout à l'heure. Très rapidement, parce qu'il reste encore une période à aborder avec le professeur. Tout à fait. D'abord, parce que je disais tout à l'heure que toute indépendance se célèbre.
c'est vrai que notre contexte actuellement, pourquoi les gens célèbrent en fait les noces, noces d'argent, d'or, de bois et autres? Pourquoi les enfants, quand je prends la Bible par exemple, c'est simple, hein, les enfants d'Israël, la sortie des enfants d'Israël est toujours célébrée. Donc je crois qu'il y a des événements, quand vous quittez... qu'on ne peut pas passer sous silence. Qu'on ne peut pas en réalité passer sous silence. Mais qu'est-ce qui gêne ici? Pourquoi nous faisons le débat? C'est parce que justement, notre indépendance, l'indépendance du Bénin a été justement truquée. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous parlons d'indépendance, mais au fond, il y a encore, un peu comme Vigile le disait tout à l'heure, la charpente du colonisateur qui est toujours là et qui continue de nous asservir, de nous dominer. Et c'est ce que nous avons dit. Je crois que Vigile en réalité me rejoint. Mais quand je prends également l'autre aspect qui consistait, quand je parlais des luttes, je parle de lutte pas seulement limitée au Bénin. Il y a 14 pays qui parlent aujourd'hui, qui partagent la langue française. Des gens ont lutté. La Guinée de Sékou Touré a lutté. Donc, il ne faut pas circonscrire, en fait, quand on parle d'indépendance, puisque votre question c'était ça, est-ce qu'on peut donc célébrer? Donc, je reviens à votre question pour dire que, effectivement, quand vous regardez un peu l'environnement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et quand je dis beaucoup, les bases même déjà au départ, puisque l'indépendance dont nous parlons, ce n'était pas, un peu comme pour paraphraser l'autre, n'était pas la vraie, c'était donc du faux ou c'était une photocopie qu'on nous avait remis. Si je devrais paraphraser, je disais donc Tikenja Fakoli, il fallait donc au départ déjà que les acteurs politiques qui nous gouvernent puissent prendre conscience et gérer autrement les choses. Et vous pensez que cette prise de conscience dont vous parlez n'a pas été ça n'a pas existé, appelé ni respecté? Ça n'a pas été respecté justement, et ils ont fait le jeu. Il y a c'est vrai, je ne suis pas historien, je ne suis pas non plus de cette génération, et c'est ce pourquoi je disais tout à l'heure que quand vous parlez des années 90, je crois que beaucoup sont déjà, vous et moi, nous sommes déjà nous sommes déjà au Bénin, nous sommes déjà nés, je veux dire. Donc, en fait, il y a des histoires ou des anecdotes qui courent comme quoi les Français auraient demandé à notre président, je veux parler de Hubert Maga, entre la présidence et une université, qu'est-ce qu'il aurait choisi? Et Maga dit, je veux la présidence, parce que nous, ici au Bénin, on aime la gloire. Donc voilà, il y a beaucoup d'anecdotes qui nous disent ou qui nous renseignent comme quoi... C'était un jeu. Nos autorités, c'était un jeu. Et ils ont toujours fait le mauvais choix. Ils ont toujours fait le mauvais choix. Donc, pratiquement... Et vous pensez que pendant toute cette période-là, 60 à 90, que les programmes de développement n'ont pas été bien élaborés? Ce que je sais, et qui continue, parce que très souvent, ce qui a été bien élaboré, ce qui est bien dû dans le temps, et des générations en parlent. Et ce que je retiens fondamentalement, c'est que les générations d'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le système éducatif, on continue de réclamer l'école nouvelle. Ah mais quand vous voyez quelqu'un qui vous parle de l'école nouvelle, vous dites mais ça c'est bien. Donc il y a des choses qui se sont passées par le passé qu'on peut rééditer, qu'on peut capitaliser. Voilà. Donc tout n'était pas mauvais, mais quand on regarde dans l'ensemble, le bilan était négatif. Voilà. Professeur Dieudonné Yao, alors nous parlons maintenant de 90 à 2018. Alors 28 ans de démocratie. On va dire que nous avons fait l'option du libéralisme économique, de la démocratie, du multipartisme intégral et tout ce que vous savez des options fondamentales prises à la conférence des forces vives de la nation en 90. Ça a apporté quoi au pays 28 ans après? Merci. Et je tenais, avant de répondre à cette question-là, à faire une petite mise au point en une minute. Et il faut dire, comme l'a dit mon ami tout à l'heure, que de 1960 à 1972, c'est vrai que nos gouvernants, les différents régimes qui se sont succédés, nos responsables politiques avaient quelque peu entretenu une certaine complicité avec le colonisateur. Le colonisateur est parti, mais il agissait par personne interposée. Et donc en 1972, c'était pour la première fois qu'un gouvernement dahoméen indexait directement la France pour dire que le responsable des malheurs du Bénin ou du Dahomey de cette période-là, c'était la France. Donc, c'était
la première fois qu'un régime indexait directement le colonisateur comme étant responsable des maux dont souffrait le Dahomey. Et il y avait ces expressions du genre des chiens cochons de l'impérialisme qui sortaient. Tout simplement. Et puis, à partir de là, il y a eu une prise de conscience qui s'est observée. Et cette prise de conscience a permis de recadrer la gestion politique du pays, la gestion économique du pays jusqu'en 1989. Et là où je suis d'accord avec notre ami, c'est que de 1960 à 1972, si les différents gouvernants n'ont pas eu le temps de mettre en pratique des programmes de société clairement élaborés, c'est que de 72 à 89, il y a quand même eu une stabilité politique et qu'on pouvait accompagner. Mais pendant que le régime du PRPB s'acharnait pour accroître l'économie nationale, pour stabiliser le pays et autres, mais on est passé de 12 sociétés d'État en 1972 à 120 sociétés d'État en 1982. C'est dire donc que ce régime-là avait eu la volonté d'industrialiser le pays, d'aller à la croissance à 2 chiffres. Mais les Dahoméens, les Béninois eux-mêmes, les différents responsables mis à la tête de ces différentes structures publiques, les avaient systématiquement pillés. Et là, ce n'était plus la France qui était indexée. Si on a indexé, si la France s'est immixée dans la gestion du pays de 1960 jusqu'en 72, mais la France elle a été écartée entre 72 et 1989. Et la chute revenait aux Béninois eux-mêmes. Donc la responsabilité incombe également aux Béninois. Désormais aux Béninois. Maintenant, quand vous prenez la période 90 à nos jours, c'est vrai que ce qu'on peut dire qu'on a gagné, et l'autre ami l'a dit tout à l'heure, le Bénin a eu le mérite d'être le laboratoire de la démocratie. Le Bénin a eu le mérite de garder cette quiétude politique-là, et depuis 90 jusqu'à nos jours, on n'a plus parlé de coup d'État. Donc la stabilité politique et l'alternance également au pouvoir est un acquis démocratique. Et de 1990 à 1995-96, à la fin du 3e programme d'ajustement structurel, on a constaté quand même que le pays qui était sorti de la conférence nationale suffisamment endetté, puisque la croissance économique en 1989 était de moins 2%, donc on est allé à 0 et puis on a continué dans le rouge, on est allé à moins 2%. Donc en 1996-97, le pays a repris sa croissance économique, on était à 5 voire 6% en 1997. Et puis les régimes qui ont suivi ont fait l'effort qu'il faut, mais il faut dire que la faute est aux Béninois. La faute est aux Béninois parce que quelle faute exactement le pouvoir, l'indépendance, ça s'arrache. Vous pensez que la conquête du pouvoir est la priorité des Béninois plus que le développement? La conquête du pouvoir préoccupe plus les Béninois, d'accord, mais ce n'est pas les autres qui viendront développer notre pays. Et la conscience d'appartenir à une nation ne s'est pas constituée jusqu'à aujourd'hui. Mais on a eu des chefs d'État qui ont succédé des régimes avec des programmes de développement. Qu'est-ce qui fait qu'aucun régime n'a pratiquement pas impacté réellement les Béninois? Oui, mais en 28 ans, aucun régime n'a pu impacter les Béninois. On va dire que les régimes ont impacté. Chaque gouvernement a fait ce qu'il peut et à la mesure de sa possibilité, parce que... Mais est-ce que le niveau de développement actuel vous satisfait, vous? Mais le niveau de développement ne saurait satisfaire personne, ni moi, ni vous. Malgré la démocratie dont vous parlez. Malgré la démocratie, puisque le développement... Et vous vantez ses mérites d'ailleurs. Absolument. Il faut en être fier. Le Béninois doit être fier de sa démocratie, parce que les pays qui ont emboîté le pas au Bénin, on a vu des guerres civiles éclater dans d'autres pays qui ont opté aussi pour les principes démocratiques. Donc aujourd'hui, le développement, il faut dire que le développement aussi,
c'est une réalité vers laquelle on tend. Et lorsque vous avez une moto aujourd'hui, et vous vous en réjouissez pendant un temps, et puis vous continuez par travailler pour avoir une voiture. Est-ce que selon vous, professeur Dieudonné Ao, vous pensez que, tel que la politique se mène aujourd'hui au pays, cette politique-là est de nature à favoriser donc l'émergence économique, le développement, le progrès? Bon, puisque les conflits dont vous parlez semblent quand même résister au temps. Malheureusement, ces conflits continuent de constituer les serre-freins du développement de notre pays jusqu'à aujourd'hui. Et puis ça n'a pas changé, comme l'ami qui est au téléphone l'a dit tout à l'heure. Vous avez constaté que les 3 leaders charismatiques qu'on a connus au Dahomey avant l'indépendance et au début de l'indépendance, je veux nommer le président Maga, le président Souroumiga Akwiti et le président Aroma Degbe. Ces 3 grandes formations politiques ont existé jusqu'à aujourd'hui. Donc quand vous voyez, le pays est compartimenté, les partis politiques sont régionalisés et les successeurs de ces anciens hommes politiques continuent d'animer la vie politique aujourd'hui. Et puis, la tendance régionaliste continue d'avoir cours. Et donc, tant qu'on n'aura pas de grands blocs au sein desquels les Béninois vont pouvoir militer sans considération ethnique, sans considération religieuse et autres, on n'aura pas le développement. Professeur Dieudonné Ao, vous êtes enseignant au département d'histoire à l'UAC. Richard Tindéou, Vigila Rancet, ce sont donc les compagnons de ce soir. Merci donc de nous avoir suivis. Merci également pour vous qui nous avez donc reçus depuis vos différentes maisons. Sur CKTV également, l'intégrale. C'est encore demain, on se retrouve.